Dernier numéro du Grand Rendez-vous pour cette semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Quel temps fera-t-il demain? Découvrons-le ensemble, c'est à travers la météo. Bonsoir aux populations d'Aguégué dans le département de l'Ouémé. Nous avons 3 rubriques au menu ce jour. Journée mondiale des zones humides, c'est demain 2 février 2019 et c'est l'occasion de rappeler l'importance des zones humides pour l'atténuation des effets des changements climatiques. Il faut donc les préserver, nous dira l'invité de Nature et Bien-être. L'expert aujourd'hui s'intéresse au stage professionnel qui est bien différent du stage académique. C'est le moment où l'on apprend certes le métier, mais tout en apportant également de la plus-value à l'entreprise qui vous emploie. Devrait-on être payé pendant cette période? On y répond avec l'expert du jour. Alors, art populaire ou art classique? Lequel préférez-vous? Et si on vous dit que c'est possible de s'adapter à votre goût, que dis-je, à celui du public? Avec notre invité sur Horizon Culture, on vous plonge dans le monde du théâtre. Le grand rendez-vous, c'est aussi le journal. Ulvaïus Balogun est déjà là pour la présentation des titres. Bonsoir Ulvaïus. Bonsoir Aniat Bello. Nous vous laissons pour la présentation des titres. Eh bien, dans l'actualité ce soir, nous allons parler de 16 associations d'éleveurs qui ont été sensibilisées sur les enjeux de la sédentarisation des élevages pour éviter la transhumance. Nous parlerons également éthique dans la presse avec l'organisation des rencontres intergénérationnelles où les bons comportements sont encouragés au sein des professionnels des médias. Et enfin, on ira au Sénégal pour faire le constat des 32 000 tonnes d'anacarde obtenues au cours de la campagne d'anacarde de l'année 2018. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce soir. Merci à vous, Ulvaïus Balogun. On vous retrouve donc à 19h45. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, Nature et Bien-être. Voilà, avec Nature et Bien-être, ce soir, nous nous intéressons aux zones humides. Mais avant, je vous invite à suivre ce reportage. On se retrouve tout juste après. Ces milieux constituent des zones humides. Comme point commun, l'eau. Elles peuvent être salées, douces ou saumâtres. Mais il y en a combien au Bénin? Le Bénin a 4. Il y a la zone humide qu'on appelle la zone humide numéro 10-17 et la zone humide numéro 10-18 qui couvre la Kouémé, Nokoué, Lagune, Chenal de Bada, etc. Et nous avons la zone humide 1668 et 1669 qui sont au nord, W Pandiari. Ce sont les 4 zones humides que nous avons inscrites sur le site de Ramsar. Actuellement, le Bénin est en train de chercher à inscrire 2 autres zones. C'est la zone du lac Toro et la zone de Ablékété.
Certains les voient comme un nid de moustiques ou un frein aux activités humaines. Mais les zones humides offrent assez bien d'avantages. Je pense seulement le cas de la pêche. Vous savez combien la pêche apporte au niveau du Bénin par an? C'est plus de 60 milliards. Ouais, donc si vous prenez exclusivement l'activité pêche au niveau des zones humides, ça fait qu'il y a des gens qui ont des activités, il y a des gens qui ont de la nourriture et il y a des gens qui ont des moyens pour subvenir à leurs besoins. Si vous prenez le cas de la mangrove, c'est seulement au niveau des zones humides que vous les avez. Lorsque vous prenez les tifas, c'est seulement au niveau... Et même, il y a des forêts qui sont des forêts galériques qui sont dans les zones humides. Donc, vous avez toute cette biodiversité-là qu'il y a au niveau de ces écosystèmes qui font que nous devons les utiliser de manière intelligente pour aujourd'hui et pour les générations futures. Vous prenez 1 hectare de mangrove, ça séquestre 12 tonnes de CO2 par an. Or, si vous détruisez ça, ça veut dire que vous permettez la libération de cette quantité de CO2 dans la nature. Donc, ça contribue aux effets du changement climatique. 1 549 393 hectares. C'est l'espace occupé au Bénin selon la Convention de Ramsar. L'aménagement des cours d'eau, les prélèvements d'eau et les activités agricoles sont entre autres menaces. Conscient du rôle de la biodiversité, l'Union internationale pour la conservation de la nature institue le 2 février Journée mondiale des zones humides. Cette année, les activités tournent autour du thème « Les zones humides et les changements climatiques ». Nous avons choisi exprès de faire ça à Grand Popo à cause de l'importance, parce qu'il y a un site là, le site 10-17, c'est dans la zone, on va rester dans la zone pour commémorer cela, et nous allons faire des actions. Nous allons faire la visite de la lagune jusqu'à la Bouche-sur-Roi, et nous allons faire des lâchers de tortues. Mais nous allons aussi, le 2, quand il y aura la grande commémoration, il y aura en ce moment-là la plantation, on a prévu 1000 plants de mangrove pour contribuer donc à la restauration de cette espèce-là. Protéger les zones humides vaut mieux que reconstruire. Merci à Cécile Roundé pour ce reportage. Nous retrouvons notre invité sur ce plateau. Il s'agit de Massime Djondo. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Alors, vous êtes le directeur exécutif, je vais y arriver, de l'ONG BIZ. C'est un plaisir de vous avoir donc sur ce plateau. Avec vous, on s'intéresse aux zones humides. Déjà le 2 février de chaque année, la communauté internationale a choisi de célébrer les zones humides. Est-ce que pour vous, c'est important? C'est très important parce que les zones humides constituent en fait la vie. Parce que l'élément essentiel d'une zone humide, c'est l'eau. Et si depuis la nuit des temps, vous allez constater que les populations ont l'habitude de s'installer là où il y a l'eau, parce que l'eau est vitale. Donc, il est très important de conserver les zones humides, non pas seulement pour sa fonction de régulation par rapport à l'environnement, mais aussi pour la suivi du monde, parce que ce sont ces zones humides qui fournissent la nourriture au peuple. Vous avez le poisson, vous avez les crustacés, vous avez tout ce qu'il y a comme fruits de mer, vous avez les viandes aquatiques, et aussi, vous avez le bois de chauffe. Vous avez, pour beaucoup de pays africains et en Amérique du Sud, le médicament. Ça sort de ces zones humides. Donc, une zone humide, c'est la vie pour les populations et pour l'environnement. Alors, c'est la vie pour les populations et pour l'environnement, mais dites-nous un peu, une journée pareille, quels sont ses objectifs? Depuis 1971 et aussi depuis 2000, où le Bénin a adhéré à cette convention, chaque 2 février, les pays organisent des manifestations pour pouvoir sensibiliser. C'est le but premier de la commémoration de cette journée, c'est de sensibiliser sur l'importance de cette journée. Parce que vous imaginez, ces 20-30 dernières années, le monde a perdu plus de 50% des zones humides. Donc, les zones humides sont détruites de façon alarmante et si rien n'est fait, c'est que nous courons à une tragédie, c'est-à-dire nous perdons toutes les zones humides et reconstruire une zone humide ou bâtir une zone humide artificielle revient plus cher
tellement plus cher que de maintenir une zone humide naturelle. D'accord. Alors, la première cause de ces 50% de pertes, c'est encore l'homme. Et pourtant, des sensibilisations existent et perdurent. À quel moment est-ce que l'homme réellement prend conscience de l'importance de cette zone humide? C'est malheureux, mais nous ne pouvons pas arrêter le développement. Mais nous pouvons faire le développement autrement. Et c'est ça, la nécessité de la conscientisation de nos politiques. On n'est pas obligé de tout détruire pour pouvoir faire le développement. Parce que une bonne partie de ces zones humides sont détruites pour l'agriculture, sont détruites pour l'urbanisation, sont détruites pour d'autres, à des fins industrielles. Donc, c'est pour le développement. C'est ce qu'ont fait les pays européens jusque-là et qui maintenant regrettent ce choix et sont en train de s'adapter. Mais est-ce que pour vous, il y a un autre choix que celui-là? Il y a un choix réfléchi, c'est-à-dire d'aménagement des zones humides. Il y a la possibilité d'aménager les zones humides. Tout en se développant? Exactement. Prenez par exemple une bonne partie d'Agla qui était une zone humide qui a été détruite pour pouvoir bâtir des habitations. On pouvait faire des habitations sur pilotis, évidemment quand je dis sur pilotis, en hauteur, pour pouvoir permettre à l'eau de passer. Oui, en dessous. En dessous. Ça aurait été tout un quartier flottant. Et d'y vivre, c'est ce que font. Les Pays-Bas sont champions là-dedans. Et il y a d'autres pays aussi qui le font. Donc, c'est de réfléchir à comment vivre avec la nature. Mais est-ce que ça ne revient pas plus cher? C'est peut-être pour ça qu'on consomme. Ça coûte moins cher que de vivre les pieds dans l'eau actuellement. Nous sommes en janvier, il n'y a eu que moins d'une semaine de pluie. Ça coûte moins cher que de vivre les pieds dans l'eau. Mais évidemment, nous sommes en janvier et on a eu 2 pluies et Cotonou, Porto Novo et Ouidah ont déjà les pieds dans l'eau. Ça ne nous coûtait rien en aménageant, de prévoir, de maintenir le couloir naturel de l'eau parce que c'est ça l'une des fonctions d'une zone humide, elle sert d'éponge pour la nature. Parce que quand nous avons un surplus d'eau, la zone humide récupère le surplus d'eau et quand nous sommes en sécheresse, elle nous rejette. C'est tellement naturel, mais nous avons voulu nous développer, occuper ces zones humides parce que, évidemment, comme je le disais, nous aimons habiter à côté de l'eau ou cohabiter avec l'eau. Donc, nous voulons obligatoirement vivre là-dessus, mais nous obstruons le passage naturel de l'eau et l'eau a une force phénoménale. Cherche toujours l'eau, il cherche toujours la place. Donc, c'est nous-mêmes la cause et on devrait vraiment penser à nous organiser pour pouvoir y arriver. D'accord. Ça fait déjà des années que le Bénin commémore cette journée-là, chaque année. Et là maintenant, est-ce que pour vous, l'heure du bilan n'a-t-il pas sonné? Qu'est-ce qu'on a gagné à fêter tous les 2 février, la journée des eaux humides? Déjà, je dis, même si nous n'y sommes pas encore, on a fait quand même du chemin. On a fait du chemin parce que nous avons tout au moins la superstructure qui est les lois disponibles. Et l'année passée, le Bénin, le Bénin s'est doté de la loi sur la protection du littoral. Et le Bénin a ratifié la convention de Ramsar, le Bénin a ratifié la convention sur les zones humides, etc. Nous avons la structure qui est la loi. Le problème au Bénin, c'est le respect des lois que nous sommes donnés. C'est toujours pareil, on a toujours les lois, mais comment les respecter? Parce que comment les faire respecter aussi? Oui, mais déjà, il faudrait arriver à comprendre, sinon à faire comprendre aux politiciens que ça ne leur coûte rien de faire respecter les lois qu'on s'est données. Ça leur coûte parfois l'électorat, on ne va pas dire sur ça. Je ne crois pas parce que, prenons juste l'anecdote qui se passe actuellement, et tout le monde est content de la bonne volonté du gouvernement en place. Oui. C'est la volonté qui compte. Personne n'est contre parce qu'on voit qu'on va dans la bonne direction. Donc, si vous faites bien, l'électorat va vous suivre. D'accord. Alors, pour vous, le plus important aujourd'hui pour préserver cette zone humide, c'est quoi? C'est de respecter les lois, c'est de prendre des actions courageuses et de... Regardez, nous avons eu dans Cotonou à dégager tous les trottoirs. Oui. Il reste les berges lagunaires. Il reste les bas-fonds. Ceux qui occupent les bas-fonds, il faut avoir le courage de les dégager. Parce que jusqu'à l'heure où je vous parle, sur la berge de Dantokpa, les gens continuent d'amener des déchets solides ménagers qu'ils versent directement. Pour gagner du terrain. Merci, pour gagner du terrain sur le lac. Et tenez-vous bien, c'est ce lac qui nous nourrit. Les populations continuent de pêcher des huîtres de ces lacs, alors que normalement, les huîtres sont des organismes qui aspirent. Et les déchets qui sont
dans cela. Donc, vous imaginez on va ce éviter que de nous rebuter les mangeons. gens parce que je suppose que c'est l'heure du repas, donc peut-être qu'il y en a qui sont à table. On va éviter, mais ce qui est sûr, hein, c'est que si on sait que nous nourrissons de cette zone humide, là, il faudrait les préserver. Je pense que c'est dans cette dynamique que vous êtes. Quelles sont les actions qui sont prévues pour le compte de cette année? Comme d'habitude, les ONG ont prévu de se regrouper au beau milieu du lac Nokwe. Sur l'eau, dans l'eau? Sur l'eau. Sur l'eau, mais pas dans l'eau. La zone humide 1018, c'est composé du lac Nokwe, de la lagune de Porto Novo et de la basse vallée de Lomé. La basse vallée de Lomé qui est dit être la vallée la plus riche en Afrique. Et pourtant, jusque-là, on ne voit rien venir. Hein. Quelle est la contribution que nous donnons, quand je dis chacun de nous, pour faire développer cette vallée de Lomé? Quelle est notre contribution à préserver la biodiversité de cette vallée de Lomé? Quelle est notre contribution à promouvoir le développement de cette vallée de Lomé? C'est des questions auxquelles on devrait répondre. D'accord. Donc, je dis que les ONG ont prévu de se regrouper au beau milieu du lac Nokwe, dans la commune de Soava, à l'arrondissement de Dekame, pour montrer aux maires ayant en partage le Grand Nokwe, et particulièrement les maires de Calavi, de Semekpodji, des Agégués, de Soava, qui seront avec nous demain, pour les sensibiliser sur la nécessité de conserver ces zones humides qui contribuent au maintien des changements climatiques. Alors, un mot sur les zones humides des changements climatiques, c'est le thème qui a été retenu cette année. Quel lien pourrait-on établir entre ces deux-là, rapidement? Les zones humides ne sont pas exemptes des écosystèmes qui stockent plus de carbone que les forêts primaires. Elles stockent 2 fois plus de carbone que les forêts primaires. Donc, en maintenant les zones humides, nous maintenons ce puits de carbone. En maintenant les zones humides, nous aidons ces zones humides à ne pas émettre de méthane, qui est un gaz plus dangereux que le CO2. Donc, il est très important, il est même dit que les zones humides africaines contiennent plus de méthane qu'il y en a dans l'atmosphère. Donc, il est primordial de conserver les zones humides pour que ce méthane puisse être maintenu dans le sol, exactement, et que ces zones humides continuent de capter le CO2 plus que les forêts primaires. Voilà, merci. Donc, avec vous, on s'est intéressé aux zones humides et tout ce qu'on retient, c'est qu'il faut les préserver. Pour les préserver, mesdames et messieurs, faisons tous le geste utile. Nous savons comment faire dorénavant pour les préserver. La réponse était dans cet entretien qui s'achève ainsi. Nous passons à présent à une autre rubrique, l'expert. Voilà, avec l'expert, ce soir, on s'intéresse au stage professionnel plutôt, entre apprentissage et rémunération. Nous recevons pour vous Martin Oguyomi, il est coach en développement personnel et en entrepreneuriat. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Je vais très bien, vous? La journée s'est bien passée? Ça va. Alors, on a tous été stagiaires et à un moment ou à un autre, avec vous, on s'intéresse au stage professionnel. Pour vous, c'est quoi un stage professionnel? Merci beaucoup de me recevoir encore une fois sur votre plateau, un plateau auquel je m'habitue de plus en plus, pour échanger autour de la question du stage. Alors, pour faire simple, je dirais que le stage, c'est une période durant laquelle l'étudiant ou le jeune fait l'expérience de la pratique. Vous voyez, durant tout son cursus, il est habitué à faire de la théorie. Et donc, cette période-là lui permet quand même de confronter la théorie qu'il a apprise à l'école à la pratique qui se fait dans le milieu professionnel. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui différencie concrètement le stage professionnel du stage académique? Merci beaucoup. En fait, quand on prend les stages, ça dépend de la formation. Nous avons des formations qui nécessitent que chaque année, à la fin de l'année, que peut-être vous allez sur le terrain pour apprécier un certain nombre de notions que vous avez reçues en cours. Et donc ça participe directement à la formation. On peut appeler ça du stage académique. Et ça, c'est souvent de courte durée. Ça peut durer 1 semaine, ça peut durer 2 semaines, ça peut durer 1 mois. Vous allez sur le terrain et vous faites, on peut dire, la pratique d'une notion que vous avez reçue en cours à l'école. Or, le stage professionnel, c'est souvent à la fin de la formation. Vous finissez votre formation et
vous demandez un stage ou on vous accorde un stage dans un milieu professionnel où vous appliquez ce que vous avez appris au cours de votre formation. Vous faites aussi l'expérience du savoir-être parce que pour pouvoir être à l'aise dans votre milieu professionnel, vous allez collaborer avec des personnes, vous allez apprendre à bien collaborer avec les gens avec qui vous êtes appelés à travailler. D'accord. Alors, une question qui revient à chaque fois, hein. Tous les stagiaires ont envie à la fin de recevoir quelque chose, un petit quelque chose pour les motiver à venir au stage le lendemain matin. Mais dites-nous pour vous, est-ce qu'un stagiaire a besoin d'être rémunéré? Oui, je dirais oui. Le stagiaire a besoin d'être rémunéré, mais ce n'est pas l'objectif fondamental d'un stage. Parce que de plus en plus, le débat a évolué sur la question des stages. On estime que le jeune qui est en stage a quand même des besoins, il va se déplacer, il va peut-être s'alimenter et tout. Donc, on estime qu'il faut lui trouver quelque chose qui lui permet de satisfaire à ces besoins-là. Mais objectivement, l'objectif du stage n'est pas la rémunération. C'est d'abord et avant tout l'observation du milieu professionnel et donc la confrontation de la théorie à la pratique. Et donc, le jeune doit se fixer dans sa tête que je vais en stage pour apprendre. Donc, l'objectif premier d'un stage, c'est d'aller apprendre, c'est d'aller comprendre un certain nombre de notions qu'on a reçues en classe et faire en sorte que on puisse véritablement faire comprendre ce qu'on a. D'accord. Maintenant, le stage professionnel tel qu'il est perçu chez nous ici, est-ce que pour vous, les normes sont respectées? Parfois, dans certaines entreprises, on dit il y a un parrain, il y a une marraine de stage qui vous apprend le métier. Est-ce que pour vous, c'est déjà une bonne conduite que de le faire comme ça? Parlant de normes, je dirais que dans notre contexte, on note que le stagiaire souvent n'a pas un contrat de stage. Alors que normalement, le stagiaire doit avoir un contrat de stage qui permet à la structure de l'évaluer à la fin de la formation. C'est très important. Mais est-ce qu'il faudrait qu'il ait aussi un cahier de charge? Oui, parce que c'est dans le contrat de stage que le cahier de charge. Pas toujours, hein. Il y a des contrats où on vous dit juste vous êtes retenu pour tel stage de telle période à telle période, mais on ne vous notifie pas ce qu'on attend de vous, ce que vous aurez à faire pendant la durée de votre stage. Exactement, c'est souvent l'erreur qui se fait et donc le jeune pense que c'est un moment de jeu, c'est un moment de divertissement. Vous êtes sûr? Et il vient non pas pour apprendre, non pas pour faire ce qu'il doit faire normalement, mais pour s'amuser. Et de plus en plus, vous avez des jeunes qui font 6 mois de stage, un an de stage, 2 ans de stage, mais qui n'arrivent pas véritablement à être consommés sur le marché de l'emploi. Un stage professionnel, jusqu'à quel moment on peut dire que celui-ci, il est toujours stagiaire? Parce qu'on a parfois des stagiaires de 4 ans dans des entreprises, des stagiaires de 5 ans. Est-ce que pour vous, c'est normal? En temps normal, pour quelqu'un qui a fait sa formation et qui a fini, il a besoin juste d'environ 3 mois pour apprécier le monde professionnel. S'il est véritablement conscient de ce qu'il est allé faire en stage, 3 mois suffisent largement pour voir, pour apprécier, pour apprendre un certain nombre de réalités qui sont liées au monde professionnel. Et donc, des jeunes qui font 2 ans de stage, 3 ans de stage, je pense personnellement que c'est une perte de temps. Parce que, une perte de temps pour qui? Pour eux ou pour l'entreprise qui les emploie? Mais pour eux d'abord, parce que l'objectif, c'est de finir le stage et d'accéder à un emploi. D'accord. Mais si vous passez tout votre temps... Cet emploi, si vous permettez, M. Guyomi, c'est que cet emploi, il n'est pas direct. Ce n'est pas parce que vous avez fait un stage quelque part que la structure est obligée de vous retenir à la fin. C'est ce qui explique parfois qu'on a des stagiaires de 4 ans. Est-ce que là, on peut parler toujours du stage ou carrément d'une exploitation? Appelons un chien, un chat. Non, vous savez, moi, je ne veux pas accuser les structures qui gardent les stagiaires. Ne faisons pas dans l'amalgame. Parlons de ce qui est, de ce qui devrait être. Est-ce que pour vous, un stage qui va au-delà de 3 mois, c'est toujours un stage professionnel? Je pense que cela dépend du jeune lui-même. D'accord. C'est lui qui choisit combien de moments il fait de l'entreprise. S'il choisit de faire 3 mois de l'entreprise et qu'au bout de 3 mois, il estime qu'il a la capacité nécessaire pour aller sur le marché du travail, il y va parce qu'il estime qu'il a reçu
le minimum qui lui permet de se vendre valablement sur le marché de ce travail-là. Donc, c'est très important pour le jeune de prendre conscience de ce qu'il allait faire, en tout cas au cours du stage, pour pouvoir rentabiliser le temps qu'il passe en entreprise. D'accord. Maintenant, dites-nous un peu, qu'est-ce que le stagiaire apporte véritablement à l'entreprise qu'il emploie? Le stagiaire apporte d'abord de sa disponibilité. D'accord. Vous voyez, lorsqu'il va, parce qu'on estime qu'il n'a pas encore un certain nombre de capacités. Donc, ce qu'il doit apporter d'abord, c'est sa disponibilité. Il doit être disponible. Et quand il est disponible, il doit maintenant servir ceux qui sont là et ne pas regarder, ne pas avoir de considération par rapport à ceux qui sont dans l'entreprise. Il doit servir tout le monde. Servir tout le monde pour pouvoir être dans les dispositions requises pour apprendre. Parce que s'il est dans cette disposition-là, tous ceux qui sont là seront capables de l'aborder et de lui donner ce dont il a besoin pour pouvoir réussir son stage. D'accord, mais de l'avis de beaucoup de personnes, parfois dans l'entreprise, le stagiaire est considéré comme l'homme à tout faire de l'entreprise. Est-ce que pour vous, cette conception-là du stagiaire est la bonne? Bon, l'homme à tout faire, je pense fondamentalement que le stagiaire n'a pas à se soustraire d'une tâche donnée. Il a apprécié l'opportunité de chaque tâche et à se donner à cœur joie au travail qu'il est appelé à faire. Parce que ça, une limite, ça a une durée donnée. Donc, il n'a pas à se dire ça m'est destiné, ça non. Il n'a pas choisi cette tâche. Il se donne à cœur joie, il fait son travail, quitte à ce que les gens le remarquent positivement et lui donnent peut-être la chance dans l'entreprise ou ailleurs. D'accord. Là, ça m'amène à une autre question. Quelles devraient être les qualités d'un bon stagiaire? Les qualités d'un bon stagiaire, je viens de citer par exemple la disponibilité, la serviabilité. Il y a aussi la curiosité. Le stagiaire doit être curieux. Lorsque vous évoluez dans le milieu professionnel, vous devez être curieux. Mais est-ce que le stagiaire est obligé d'être respectueux? Il est obligé d'être humble, d'être honnête dans son travail. Parce que s'il n'est pas humble et respectueux, mais ceux qui sont ses devanciers ne vont pas lui confier des tâches qu'il faut. Or, il a besoin d'apprécier à travers un certain nombre de tâches les réalités de l'entreprise. Si on ne lui confie pas, il ne peut pas le faire. Donc, il est obligé d'être humble, d'être honnête et de faire son travail comme cela se doit pour bénéficier véritablement de l'accompagnement de tout le monde, de la solidarité et pour pouvoir véritablement, à la fin de son stage, peut-être bénéficier d'une recommandation vers une autre entreprise qui a peut-être besoin de ses compétences. D'accord. Mais est-ce que le stagiaire apporte une certaine plus-value à l'entreprise? Toujours, parce que quand le stagiaire est là, il y a des tâches qu'on lui confie, il y a des petites choses qu'on lui confie. Donc, c'est toujours bénéfique pour l'entreprise, pour l'organisation, d'avoir recours à un stagiaire parce qu'il fait peut-être ce que celui qui est titulaire peut-être n'arrivera pas à faire dans le temps. Donc, il va peut-être l'aider à accomplir les tâches peut-être qu'il a fait. Donc, j'estime que le stagiaire est toujours important dans une entreprise. D'accord. Maintenant, est-ce que le système de parrainage dans les structures, est-ce que pour vous, c'est la solution? Est-ce qu'un stagiaire a besoin d'être accompagné par un devancier pour pouvoir véritablement apprendre dans de bonnes conditions? Vous savez, c'est dans notre contexte qu'on dit que, bon, c'est de la corruption, que c'est de... Non. Vous savez, dans les pays les plus développés, lorsque vous sortez, par exemple, d'une formation, vous avez souvent un coach, vous avez un accompagnateur, vous avez quelqu'un qui vous guide. Et ça, c'est très important. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que ça répond à ce que nous faisons ici? Est-ce que le parrainage, est-ce que c'est la même chose? Mais toujours est-il que le jeune qui sort de sa formation a besoin de quelqu'un qui le guide, qui l'oriente vers des structures qui peuvent l'utiliser, qui peuvent lui donner les compétences dont il a besoin pour se faire valoir sur le marché du travail. D'accord. Maintenant, quelles pourraient être vos propositions de solutions pour améliorer les conditions de travail quand même de ces stagiaires-là dans les entreprises? Pour améliorer, moi je pense que le stagiaire a besoin de considération. Il faut le considérer, il faut apprécier le travail qu'il fait. Et il est appelé à faire des erreurs. Il faut que la structure accepte qu'il est dans une phase où il peut faire des erreurs et donc l'amener à se corriger progressivement et à le préparer pour affronter les réalités futures dans un travail qu'il fera peut-être quand il va sortir de ce stage-là. D'accord. Maintenant, est-ce que c'est recommandé pour une structure qui a abrité pendant longtemps un stagiaire d'engager ce stagiaire à la fin?
Bon, ce n'est pas une obligation. Ça s'apprécie par rapport à la capacité, qualité de son travail. à la qualité de son travail. Et c'est pourquoi je dis il est important pour le jeune lui-même de faire en sorte que la structure soit en mesure de l'embaucher à la fin de son stage. Et il doit travailler pour ça au jour le jour. D'accord. Oui. Maintenant, est-ce que pour vous, il suffit de faire son stage professionnel dans une seule entreprise pour dire que bon, on a tout ce qu'il faut pour aller à la conquête du marché du travail, ou il faut diversifier parfois les lieux où on fait les stages? Non, ça dépend de votre formation. Si vous estimez que là où vous allez, il y a les éléments qui vous permettent véritablement d'apprendre sur ce que vous avez fait en classe, moi, j'estime que vous n'avez pas besoin de trop diversifier. Il ne faut pas trop diversifier les stages pour... ce n'est pas la diversification qui apporte l'emploi. D'accord. Mais c'est ce que vous faites, c'est ce que vous donnez, c'est ce que vous apprenez au cours de votre stage qui vous permet véritablement de trouver du travail à la fin de votre stage. Merci à vous, Martin Nguyomi. Nous rappelons que vous êtes coach en développement personnel et en entrepreneuriat. Avec vous, on s'est intéressé au stage professionnel entre apprentissage et rémunération. Et voilà, votre réponse à vous, elle est claire. Hein? La rémunération, c'est pour encourager le stagiaire, lui permettre de pouvoir gérer ses petits besoins, mais cette rémunération ne saurait être obligatoire. On passe à présent à une autre rubrique. Asiom Gaba et son invité s'impatiente, on les reçoit. C'est dans Horizon Culture. Voilà, avec Horizon Culture, ce soir, on s'intéresse à l'apport du théâtre dans l'épanouissement du public. Mais avant, suivons cet extrait et on se retrouve tout juste après. Le théâtre, un genre artistique assez prisé des Béninois, plusieurs œuvres émergent dans le secteur depuis des années. On note un attachement des spectateurs béninois à une variété de théâtres qui retrace le quotidien, mais qui ne tient pas toujours compte des règles qui régissent le métier. Ce type de théâtre est qualifié à tort de théâtre populaire. Moi, quand aujourd'hui on allie le théâtre populaire à un théâtre de basse qualité, moi ça me chiffonne un peu. Ce théâtre aborde les sujets qui intéressent le public béninois, mais n'utilise pas toujours les codes universels qui nous permettront de mettre en exergue ce théâtre. Le théâtre populaire, c'est ce théâtre-là qui est fait par des acteurs qui tiennent compte dans leur démarche, dans leur approche, des sujets qui intéressent le peuple, le public auquel il est adressé. Le caractère populaire d'un théâtre se situe dans la démarche. Un théâtre populaire, ce n'est pas un genre, les genres existent, comme la tragédie, le vaudeville, etc. Faire du théâtre implique donc le respect de certaines normes. Les professionnels en tiennent compte dans leurs œuvres, mais le public béninois ne s'y retrouve pas toujours. On n'avait pas vraiment la notion de créer pour sa population. On créait parce que voilà, on devait aller jouer sur des festivals à l'étranger et tout. Nous avons commencé à apprendre le théâtre pour aller servir l'Europe. Je l'ai fait pendant des années. J'ai commencé ma révolution, ça fait pas longtemps. Afin de corriger le tir, certaines actions sont essentielles. Parler un langage simple, qui est accessible à tout le monde. Donc, dans cette démarche-là, déjà au niveau de l'écriture dramatique, l'auteur dramatique doit déjà se dire « je m'adresse à un public large ». Si le théâtre béninois parle des choses qui intéressent le public béninois, forcément le public béninois va réapprendre à aller au théâtre. Et je crois que c'est la plus grande urgence aujourd'hui. Parce que celui qui vient au théâtre, c'est souvent quoi? Il te dit « parle de toi », mais en parlant de toi, parle de moi. Susciter l'intérêt du public tout en lui offrant des œuvres de qualité est indispensable pour la promotion du théâtre béninois. Voilà, merci à Jennifer Sativi pour ce reportage riche en couleurs et en instructions. On retrouve Asiom Gaba et son invité sur ce plateau. Asiom Gaba, bonsoir. Bonsoir Agnès Bello, bonsoir chers téléspectateurs. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien vous avoir à ma gauche. Voilà. C'est le côté du cœur. Voilà, comme on le dit, ce soir, on est avec un grand. Hein. Oui, on est avec un grand.
Eric l'avez Hector appelé Fofo Mpoué. Kiki? Oui, Non, c'est attends, notre je commence Fofo d'abord Kiki. par le Fofo. Notre Fofo Kiki national. Fofo Kiki national. Oui, il faut l'ajouter. D'accord. Notre Fofo Kiki national. Je vous laisse le présenter. Ah oui, hein, Eric Hector Mpoué, directeur du Festival international de théâtre du Bénin. Et il est également notre Fofo Kiki national. Il nous fait l'honneur de nous expliquer mais pourquoi on ne remarque pas la présence, je dirais, une présence remarquable, si vous me permettez bien sûr de répéter comme ça, du public béninois sur les scènes de théâtre dit classique, ce qui est contraire quand on parle de théâtre dit populaire. Alors, Eric Hector Mpoué, mais pourquoi ce constat? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cela? Oui, il y a deux niveaux de problèmes. Il y a déjà un travail. Le premier niveau, c'est le travail de médiation culturelle que nous ne faisons pas assez. Nous qui faisons, ou un certain nombre de personnes qui essayent de faire ce théâtre que vous appelez classique. Pour moi, tout théâtre est théâtre. Tout théâtre est théâtre. C'est pour des raisons pédagogiques qu'on en arrive à dire tel est classique, tel est populaire. Et Carole Lokosoul a bien fait de le souligner. Il ne faut pas associer le théâtre populaire à un théâtre de basse qualité. Donc, le premier point, c'est déjà un travail de médiation culturelle, c'est-à-dire mettre en place des mécanismes qui intéressent le public au théâtre. Nous l'avions fait. Au Bénin dans les années 60, 70, avec des groupes, les Amara et autres, et avec la coopérative scolaire. Où les activités culturelles avaient siège dans les écoles et environnement, et donc ça permettait à tout le monde d'être imprégné, d'avoir envie d'eux. Du coup, dès que le spectacle se fait savoir, tout le monde veut y aller. Ça, voilà. C'est le premier point. Maintenant, le deuxième point, évidemment, c'est le type de création que nous faisons. Il est vrai, le type de théâtre que vous appelez classique, quand on le fait dans certains espaces donnés, il n'y a pas beaucoup de monde. Du moins, nous pensons qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Oui. Mais vous savez... il n'y a pas beaucoup de Béninois. On voit souvent... les Occidentaux, les expatriés, et puis bon, les acteurs eux-mêmes, les professionnels du théâtre. Ils l'ont dit, mes amis, c'est que certains d'entre eux, à un moment donné, ont fait du théâtre pour les Blancs. D'accord. Ils n'ont pas fait du théâtre pour les Béninois. Et quand on fait du théâtre pour votre culture, pour votre pays, il n'est pas de raison que vos compatriotes ne viennent pas. Mais faire le théâtre pour eux signifie, et ils l'ont dit, intégrer leurs problèmes. Notre pays est éclaté en zone d'humour et de non-humour, ou d'humour détourné. Je vais me permettre de dire, le bassin Ouémé environ, c'est quand même un bassin de l'humour. Quand vous allez un peu plus vers... Oui, c'est l'humour. Voilà, le gestuel, le langage, la mimique. Quand vous allez sur les plateaux d'Abomey, c'est de l'humour détourné, le ton, de façon corsée ou pas, voire renverse dans le rire, et ainsi de suite. Donc, si vous faites du théâtre en utilisant des instruments que ces peuples aiment, ils vont rire. Alors, si on comprend bien, il faut donc les ingrédients béninois pour permettre au public béninois d'avoir de l'appétit pour le théâtre, nos créations théâtrales. Alors, quels sont ces outils-là? Oui, je vais faire quand même une nuance. Oui. Vous savez, il n'y a pas un peuple forcément à part. D'accord. Le théâtre, avant tout, est un langage universel. D'accord? Et je veux souligner quoi? Même quand vous n'utilisez plus les ingrédients du terroir, mais que vous utilisez des ingrédients universels, mais que vous respectiez les règles universelles, il est des dispositions pour faire rire. Tout peuple rira. Ça demande un travail, un surplus d'imagination pour comprendre que ce qu'on veut servir doit faire semblant d'être avec les gens. D'être avec les gens, ok.
Parce que la vocation de l'art n'est pas de contenter uniquement les gens, c'est d'élever leur niveau. Les sortir de leur zone de confort. Les sortir de leur zone de confort. Et donc, on ne va pas leur faire tout le temps que ce bouillon-là qu'ils aiment, tout en le leur faisant. Donc, en allant appâter leur cœur, on y introduira des éléments universels qui leur permettent d'élever leur niveau. Sinon, on a raté le coche. Et en cela, on ne peut pas non plus accuser ceux qui font un théâtre que les autres aiment. On va devoir leur demander de faire en sorte que le théâtre qu'ils font plaise aussi à ceux qui sont ici, ceux qui demandent un surplus de travail. Alors moi, j'ai l'impression qu'il faut donc trouver le juste milieu. Exactement. Comment on fait pour trouver ce milieu-là, Somgaba? C'est presque jouer à l'équilibriste. Ça, c'est vrai. C'est le créateur, c'est un flammule. C'est un équilibriste, le créateur. Vous voyez quelqu'un qui est au milieu des cultures et qui doit prendre des ficelles de plusieurs cultures, les mettre en toile. Et la toile va plaire à presque toutes les cultures. C'est un architecte de l'imaginaire. Et là, je crois que sa qualité première, c'est l'observation. Alors, est-ce que la langue fait partie donc de ces outils-là à mettre dans le théâtre, à intégrer à nos créations théâtrales au on Bénin? va dire, c'est vrai que beaucoup prennent la langue comme quand même une barrière. Une barrière, parce que vous êtes au Bénin, il y a le fond, le gon, le dendi, le yoruba, le bariba, le nago, le hadja. Il est évident que quand vous êtes dans cette zone monokufo et vous densifiez votre hadja, eh bien le public, il est là, d'accord? Vous êtes avec vous. Il est avec vous. Vous êtes à Porto et environ. Et vous entrez dans le gon où vous densifiez le wémen, qui reste l'une des langues les plus succulentes que j'adore. Donc vous voyez, les gens vous suivent, et ainsi de suite. Donc la langue reste peut-être un instrument de communication vers les gens. D'accord, mais, mais en même temps, comment choisir la langue qui va à tout le monde? Et je vais y venir. Même en prenant le français, vous devez faire en sorte, en sachant le plus vers lequel vous allez, de trouver des mécanismes qui diluent la force de la langue et donnent de l'amplitude à autre chose, au paralangue. Le paralangue, c'est le gestuel, c'est la mimique, ce sont les niques du visage. L'intonation aussi? Oui, l'intonation, c'est la voix, la manipulation de la voix et non de la langue, c'est la manipulation de ce que nous appelons le masque. Il suffit que je fasse et que l'individu dise « Ah, il commence pas à grimacer ». Il suffit que je reste là sans rien dire, mais à faire des... On a plusieurs fois vu un siétier de nous, Kodjo, parler le français, mais pourtant, il est très aimé du public béninois. Et partout où il passe, il est aimé. Pourquoi? Parce que très vite, évidemment, il a compris, et il a une forme de présence théâtrale qui permettent que tout le monde s'y retrouve. Oui, vous voyez ses gestes, vous voyez sa mine, vous voyez sa fougue, et vous dites, ah, ça c'est Kodjo. Donc vous voyez, donc chacun doit pouvoir comprendre et adapter. Mais est-ce qu'il y a une école pour apprendre tout ça, où on le découvre? Oui, il y a une école. D'accord. C'est la pratique. Ah, d'accord. La meilleure et l'unique des écoles, c'est la pratique. J'aime bien. Vous comprenez? Oui. C'est notre métier qui est comme ça. C'est la répétition à haute dose, l'observation, la pratique. Donc, à part la langue, on va parler également du paralangue. Du paralangue. Dans le paralangue, on a les costumes. D'accord. On a les costumes. J'aime bien citer mon aîné, Aloubin Din, qui réussit à merveille ce travail quand il prend un texte de Molière, 300 ans, de la culture française, et nous en fait un spectacle que tout le monde aime au Bénin, avec des costumes yoruba, des gangams, une rythmique musicale de chez nous. Il faut trouver les ingrédients. Et ça se joue partout. Parler alors au public. Ça se joue partout. Ça se joue à Lomé, ça se joue partout à Paris. Et tout le monde se retrouve
je trouve que le théâtre reste le langage universel. C'est au créateur de savoir faire le travail. Le dosage, le surdosage, ça s'appelle l'alchimie. On va encore vous recevoir. On n'a pas fini de vous écouter sur ce sujet. On ne se lasse pas de vous écouter, mais l'heure du journal est sacrée. Uvaïs Balogun et les téléspectateurs nous attendent. Il est 19h45. Je vous laisse l'antenne, Uvaïs. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de préférer BB24. Voici le sommaire. Certaines associations d'éleveurs et certains acteurs de la filière lait et viande ont été sensibilisés sur les enjeux de la sédentarisation des élevages des ruminants. L'option choisie, ce sont les parcelles fourragères. Appel à l'observance de l'éthique et au respect de la déontologie de la presse béninoise. À travers des échanges intergénérationnels, les bons comportements sont encouragés. Le Sénégal vient de faire un chiffre record dans la production d'anacades, 32 000 tonnes qui font de ce secteur l'un des plus compétitifs dans le pays. Les parcelles fourragères constituent des espaces réservés et aménagés au bétail pour s'abreuver. C'est la nouvelle trouvaille des éleveurs afin d'éviter les conflits avec les agriculteurs. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a eu une séance d'échange avec différents éleveurs ce jeudi à Cotonou. Il s'agissait de leur faire comprendre la nécessité de les accompagner pour définitivement régler les conflits liés à la transhumance. Calvador Awanou et Gloria Oni. Parvenir à régler les conflits liés à la transhumance, c'est l'objectif visé par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, comme solution issue des échanges entre différents acteurs, l'installation des parcelles fourragères pour sédentariser les bovins. Cette rencontre, elle est la bienvenue et je pense que c'est une très bonne décision de pouvoir sédentariser les élevages au Bénin. C'est d'abord que l'objectif qui est visé, c'est d'amener les éleveurs de ruminants à sédentariser les animaux. Cette sédentarisation passe par un long processus. Comme je le disais tout à l'heure, au plan national, en termes de cheptel, nous avons près de 2 500 000 têtes de bovins et près de 3 millions de têtes de petits ruminants, ovins et caprins. Mais ce troupeau est conduit essentiellement sur un mode extensif. Cela voudra dire que les animaux se nourrissent de parcours naturels. Sensibiliser reste la seule alternative pour venir à bout de ces conflits entre éleveurs et agriculteurs qui perdurent depuis des années. L'expérience se fait déjà sur les fermes d'État. Il s'agira de leur porter l'information et de leur présenter les mesures d'accompagnement. Donc, nous pensons que quand on va pouvoir limiter le mouvement des animaux, cela va un tant soit peu éviter beaucoup de problèmes. L'installation des parcelles fourragères va pouvoir améliorer un tant soit peu aussi les performances zootechniques de nos animaux. Il s'agira donc de limiter la mobilité du bétail en réduisant les conflits meurtriers entre agriculteurs et éleveurs. L'éthique dans la presse béninoise. Eh bien, la problématique était en débat à la Maison des médias cette semaine. À l'invitation de l'organe de presse écrite Éducation, plusieurs gloires de la presse béninoise ont partagé leur expérience avec la jeune génération. À l'occasion, Gisèle Adissouda, invitée spéciale des rencontres intergénérationnelles des médias, a partagé son parcours. Plus de détails dans ce reportage signé Patrick Adiagodou. Il fallait avoir un peu de poigne pour rester dans ce milieu. Elle n'est plus fière de dire qu'elle est une journaliste. Face à deux générations d'hommes et de femmes des médias, celle d'aujourd'hui et celle en devenir, Gisèle Adissouda s'interroge. Est-ce qu'aujourd'hui, notre presse peut se targuer d'être le quatrième pouvoir? Est-ce que notre presse est respectée? Est-ce que les journalistes sont craints? Comme dirait l'autre,
La plupart sont même clochardisés. C'est une vraie question. Parfois, on n'est même pas fiers de dire qu'on est journaliste. Sur le plateau des rencontres intergénérationnelles des médias, tous ici ont fait le débat sur le nouveau modèle de journaliste qui doit émerger au Bénin. Le journaliste doit avoir le doigté d'un médecin, la souplesse d'esprit d'un homme de lettres, la prudence d'un homme de loi, le sens de responsabilité d'un éducateur. Tout le monde s'accorde à reconnaître aujourd'hui la suprématie de l'argent sur l'éthique et la déontologie. Pour la grande majorité des professionnels des médias, beaucoup ne peuvent pas se lever et justifier de ce que, par rapport à leur moralité, que les gens ne leur reprochent pas des choses aujourd'hui dans la profession. Que ce soit sur la radio, sur la télévision et au niveau de la presse écrite, chacun doit pouvoir se dire, dès que je m'en vais pour faire mon travail, eh bien les notions d'éthique, je les respecte parce que ma déontologie me l'exige. Quand on parle d'éthique, ce n'est pas seulement le journaliste, c'est aussi une question qui engage l'entreprise de presse elle-même. Parce que quand vous retrouvez des titres siamois dans les organes de presse, est-ce que c'est éthique ? Il faut travailler à ce que les organes de presse béninoises soient vraiment indépendantes. Et il n'y a pas de l'indépendance sans une autonomie financière. Une presse loin des puissances financières, c'est encore possible. Autant les décideurs doivent codifier le fonctionnement des médias, autant ces acteurs doivent changer de paradigme pour faire éclore une nouvelle éthique à l'aune des techniques d'information et de la communication. Défi à relever durant la carrière du jeune enseignant-chercheur. C'est là le thème d'une conférence-débat qui s'est tenue à l'université d'Abomey-Calavi. L'objectif était de comprendre l'importance des travaux pratiques et de mettre l'accent sur les qualités d'un enseignant-chercheur. C'est le professeur Brice Saint-Saint, ancien recteur de l'université d'Abomey-Calavi, qui a d'ailleurs animé la communication. Alexis Segbemon et Amandine Agnambossou pour plus de précisions. L'enseignant-chercheur a des droits mais aussi des devoirs. Pour bien remplir sa mission, il doit relever plusieurs défis. Et le premier reste la ponctualité. Le temps, c'est un peu comme un fluide. C'est très difficile de cerner un fluide. Et c'est ça qui fait que si vous prenez du retard sur le temps s'écoule. S'écoule, s'égrène et s'égrène à l'infini. Et c'est ça qui fait qu'on doit retenir le temps, la période de temps nécessaire pour effectuer une activité. Autrement, vous perdez par rapport au temps. Et c'est un défi surtout pour les Africains d'une manière générale et ici au Bénin de façon particulière. À tous les niveaux, même les dirigeants ne sont pas conscients du temps qu'ils font perdre lorsqu'ils programment une réunion à 8 h et ça mène à 10 h, à 10 h et ça mène à 14 h et ainsi de suite. On perd du temps. On perd en réalité sur l'économie. En tant qu'éducateur, l'enseignant-chercheur a le devoir d'assister les apprenants surtout sur leur lieu de stage. L'objectif est de livrer sur le marché du travail des citoyens capables de développer leur pays. Il n'est pas question de se dire il y a trop de problèmes, faisons de l'approximatif. Formons de manière approximative. Vous aurez alors des ministres approximatifs, des présidents approximatifs, des PDG approximatifs. L'éducation n'est pas du tout une question à prendre à la légère. L'apprenant qui vient pour acquérir des compétences se doit coûte que coûte de rentrer chez lui, non pas avec le papier, le diplôme nous le signons sans problème, mais avec le contenu du diplôme, c'est-à-dire la compétence. Et pour cela, il a besoin d'un temps d'attention, il a besoin qu'on l'encadre. Les universités sont confrontées à la massification, à la surcharge en étudiants. Mais c'est une responsabilité de l'État, de la nation. En initiant cette conférence débat, les organisateurs ont voulu mettre l'accent sur l'importance des travaux pratiques et des recherches dans les universités. Donc, en suivant cet enseignement,
Les doctorants vont voir l'utilité des TP, l'utilité des TD, l'utilité des sorties pédagogiques pour la géographie surtout. Et tout ce qui est sciences exactes et autres, nous devons sortir. Mais en dehors de ça, le salaire qu'on paye aujourd'hui à un enseignant de supérieur, qu'est-ce que ce salaire devait faire? Voilà, la conférence nous permet de voir comment un professeur devrait vraiment s'abonner à des revues, voyez, scientifiques. Son devoir de se sacrifier aussi sur le plan scientifique pour pouvoir faire certaines choses. Je suis dans un domaine où je ne suis pas bien renseigné. Comment voulez-vous que je forme des gens par rapport à des actualités au niveau international? L'innovation, la formation et la recherche scientifique constituent donc les qualités d'un bon enseignant-chercheur. En bref, à présent au Sénégal, 2300 localités ont été électrifiées entre 2012 et 2018. Selon Baba Diallo, le directeur général de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale, en 2012, le taux d'électrification était de 24%, représentant 1640 localités électrifiées. Aujourd'hui, grâce aux travaux d'électrification pouvant être assimilés à des autoroutes de l'électricité, 2300 localités supplémentaires ont bénéficié de l'énergie électrique. Un avancement qui porte le nombre total de localités dans le pays à plus de 3900, passant ainsi de 24% en 2012 à 43% en 2017. On reste au Sénégal pour dire qu'environ 32 000 tonnes d'anacarde ont été transportées à partir du port de Ziguinchor, ce qui a généré un chiffre d'affaires de plus de 20 milliards de francs CFA au cours de la campagne d'anacarde de l'année 2018. Des chiffres qui font de ce secteur l'un des plus compétitifs de ce pays. Reportage. 2018 a été pour la filière anacarde ici en Casamance une année de prise de mesures fortes, d'évolution, mais surtout d'innovation avec l'interdiction d'exporter le produit par voie terrestre. Cette dernière décision a été le déclic d'une renaissance de la filière. Après une première expérience, l'heure est à l'évaluation. Cette campagne nous a permis, avec l'appui de tous les acteurs de la filière, d'augmenter substantiellement les flux commerciaux du port de Ziguinchor en exportant en 2018 31 871 tonnes d'anacarde, représentant une valeur financière de 20 milliards 627 millions 18 000 francs 200. Alors qu'en 2017, on n'avait enregistré que l'exportation de 56 tonnes. Mieux encore, durant la campagne de 2018, il a été noté la création de 400 emplois pour les dockers, dont 200 à titre permanent et 200 à titre temporaire. Alors qu'en 2017, le port ne disposait que de 70 travailleurs permanents pour toute activité confondue. Au titre de cette même année 2018, les dockers ont gagné des revenus estimés à 57 389 000 francs, alors qu'en 2017, le revenu n'était que de 81 250 francs. Donc de 81 000 francs à 57 millions de francs CFA entre 2017 et 2018. Et la liste est loin d'être exhaustive. Aujourd'hui, grâce à ces résultats, notre pays gagne une place sur le marché mondial, un objectif des autorités qui est atteint. Mais surtout montrer aux gens que la filière anacarde pouvait bien profiter aux producteurs, aux populations et à tous les acteurs. Et même à l'État. Parce que le Sénégal, je pense juste que l'année dernière, n'était pas inscrit parmi les pays exportateurs de cajou. Mais je pense qu'à partir de 2018, nous allons figurer parmi les pays exportateurs de cajou, avec un chiffre de plus de 20 milliards. Un travail de l'État salué par tous les acteurs, mais pour que cette compétitivité de la filière soit pérenne, il faut relever un certain nombre de défis. Parmi celles-ci, on peut relever la faible valorisation de la filière, notamment la transformation, mais également le manque de formation et d'équipement des transformateurs locaux. Parfois, les difficiles conditions d'accès au financement, les conditions de stockage, et il est heureux d'annoncer et de rappeler que nous avons aujourd'hui au Sénégal une loi sur le système de récépissé d'entrepôt qui permet à une PME ici à Ziguinchor de créer un entrepôt et en lien avec la banque de faire des prestations de services et les banques pourront financer assez rapidement les activités de production mais également les activités de portage. Mais nous espérons d'ici le démarrage de la prochaine campagne que ces difficultés trouveront des solutions. De 56 tonnes en 2017 à 31 000 tonnes en 2018, des chiffres qui donnent raison à l'autorité
Sur l'importance d'utiliser le transport maritime pour l'anacarde, l'évaluation de cette campagne a permis d'ouvrir de nouvelles perspectives pour plus de résultats. Une dernière brève pour mettre un terme à ce journal. La masse monétaire globale de l'Afrique du Sud a connu à la fin de l'année 2018 sa croissance la plus faible depuis 2012. Les données disponibles et publiées par la Banque centrale sud-africaine suggèrent que cette faible progression aura été surtout le fait de la faible demande de crédit au sein de l'économie, tandis que la base monétaire a connu en 2018 son plus fort bond depuis 2013 en progressant de 9,13%. Et que les avoirs extérieurs nets sont repartis à la hausse, l'encours global des crédits accordés à l'économie a connu pour sa part sa plus modeste progression depuis l'année 2013. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Le grand rendez-vous se poursuit. Voilà, Yves Balogun, le grand rendez-vous se poursuit et on vous retrouve donc semaine prochaine. À présent, la rubrique ActuWeb. Alors, la question de la semaine disait ceci. Que pensez-vous de la publication des photos des enfants sur les réseaux sociaux? Que pensez-vous de la publication des photos des enfants sur les réseaux sociaux? Il fallait y répondre à travers nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Évidemment, Adonis Bohou est déjà ici pour la synthèse. Adonis Bohou, bonsoir. Bonsoir, Agnat. Comment vous allez? Nous allons bien chez vous. Alors, la question de la semaine, est-ce qu'elle a été appréciée par les internautes? Bon, nous avons eu quelques réponses concernant cette question. Nous débutons d'abord par Gounou Setonji Raymond, qui estime que c'est une très mauvaise chose et les parents qui le font sont à la limite très irresponsables. Ils exposent leur vie privée au grand public sans s'en rendre compte. Et puis, ont-ils le consentement de l'enfant avant de le faire? Voilà que celui-ci ne peut pas distinguer le bien du mal. Nous continuons avec Olivier Nyonsou. C'est un comportement à décourager. Le monde est en cyberguerre et nous devons protéger nos données les plus sensibles. Isdinogu, la publication des enfants, la photo des enfants, c'est quelque chose qui expose l'enfant à des dangers. Parce que nous sommes en Afrique et précisément au Bénin, tout est possible. Mais comment lutter contre ça? Vous reprendre cette partie-là, je me demande bien. La publication des photos des enfants, c'est quelque chose qui expose l'enfant à des dangers. Parce que nous sommes en Afrique et précisément au Bénin, où tout est possible. Où tout est possible. Ouais. On comprend son inquiétude. Mais comment lutter contre ça? C'est là la plus grande problématique. Parce que les acteurs se voient déjà trop civilisés au point où ils ne veulent écouter personne. Mathieu Yaka, je ne suis pas du tout d'accord car cela est contre le gré des enfants. Si ce n'est pas en Afrique, nous devons nous demander à savoir les inconvénients de ces réseaux avant tout acte. Enfin, Edouard Roussou, je pense que c'est une très mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Voilà. Nous terminons cette revue du web par une dernière information. Oui. Si vous êtes utilisateur de iOS, c'est-à-dire ceux qui ont les iPhones, vous devez remarquer que les appels vidéo de FaceTime ont été désactivés à cause d'une importante faille qui permettait d'espionner vos amis sans qu'ils s'en rendent compte. Ah, d'accord. Comment cela se faisait? Il suffit juste d'appeler dans FaceTime votre contact avec son numéro ou son numéro et cliquer sur une discussion de groupe. Même si la personne n'a pas décroché, son micro se met automatiquement en marche. Et vous pouvez écouter ce qu'il dit. L'entendre et le voir peut-être. Non, pour le voir, il suffit juste que la personne rejette l'appel ou bien touche même le volume pour pouvoir couper le son. Là, la caméra aussi se met en même temps en marche, donc vous pouvez voir tout ce qui se passe. Ça, c'était une grande... Mais bon, et Apple a... Défaillance, comme oui, on le dit. Une faille. Mais Apple a déjà désactivé cela et promet faire une mise à jour de cela. Parce que mais en attendant, tous ceux qui ont été victimes, ils deviennent quoi? Bon, c'est fini, mais bon. Quand ils ont été contactés par rapport à cette faille, ils ont désactivé cela. D'accord. Donc, il faudrait que les amoureux de FaceTime patientent un peu, attendent la mise à jour. La mise à jour de... Mais surtout, il faut toujours faire attention, hein, parce que si on a pu avoir des erreurs une fois, on peut en avoir encore, n'est-ce pas? Ouais. Finalement, on se rend compte, Adonis Bohou, qu'avec les réseaux sociaux, il faut être vigilant. Pas seulement avec les smartphones, il faut être vigilant. Parce que même sur Android, quand vous installez une application, en fait, chez nous seulement, c'est juste installer suivant on fait. Mais il faut voir les autorisations juste que vous accordez à l'application. Parfois, sur certaines applications, vous devez accorder le droit de lire vos messages, vos contacts,
Vous utilisez votre micro, d'utiliser votre caméra, Oui, tout mais ça. je me demande par exemple, une application pour prendre une photo, est-ce qu'elle a besoin d'avoir accès à vos contacts et tout ça? Et pourtant, ça demande. C'est vous qui avez raison, il va falloir qu'on fasse beaucoup plus attention. Adonis Bohou, merci d'avoir été des nôtres sur le grand rendez-vous. On vous retrouve avec grand plaisir lundi pour une nouvelle question de la semaine et d'autres informations. Voilà, donc mesdames et messieurs, c'est fini pour ActuWeb. Nous passons à présent au rappel de la météo, surtout pour vous qui venez de nous prendre au vol. Voilà, bonsoir à nos téléspectateurs d'Aguégué. Nous savons que vous êtes nombreux à nous suivre. Notre instant citation à présent, ce soir, on s'est intéressé au stage professionnel dans la rubrique expert. Vous le savez, c'est ce qui a d'ailleurs motivé le choix de cette citation que nous propose Fulgencia Roux. On dit, pendant les études, la réussite ne dépend que de soi. Dans la vie professionnelle, la réussite dépend aussi des autres. Pendant les études, la réussite ne dépend que de soi. Dans la vie professionnelle, la réussite dépend aussi des autres. C'est une citation d'Edine Le Sage. Merci à vous d'avoir été des nôtres. C'est donc terminé pour le grand rendez-vous de cette semaine. On se retrouve avec grand plaisir le lundi prochain. En attendant, nous profitons pour vous souhaiter un excellent week-end. Prenez bien soin de vous.